Angélique, as-tu vu ce que Papa Noël nous a amené cette année? Ben, des beaux ingrédients. On va voir ça. Du bicarbonate de soude. Wow, moi j'ai du sirop de maïs très clair. Ah, puis ici, du sucre blanc. Je pense qu'il essaie de nous dire quelque chose. Ben, je pense qu'il veut qu'on lui fasse de la tire-éponge. Let's do this! Yeah! Pour que Papa Noël reste en santé cette année, on a décidé d'accompagner notre tire-éponge d'une petite brumoise de pommes. Donc, économiquement, la pomme, c'est le troisième fruit le plus consommé dans le monde après les agrumes et la banane. On en produit 69 millions de tonnes partout à travers le monde, mais la Chine reste le plus grand producteur de pommes. Au Canada, 73% des pommes proviennent de 6 variétés différentes. Aujourd'hui, on utilise la Macintosh. Comme on le sait tous très bien, quand on coupe une pomme, des fois, elles deviennent un petit peu brunes à la surface. Aujourd'hui, on va faire un test pour voir quel produit qu'on a ici. Dans le fond, on a notre huile d'olive. On va tester avec le sel et le citron. Qu'est-ce qui contrerait ce brunissement-là? On vous revient avec ça. Dans notre première solution ici, on a rempli un petit bol d'eau, on a inséré des pommes, on a mis une petite section avec des brunoises de pommes qu'on a fait tantôt et une pomme complète. On va ajouter un petit peu de sel dedans. Notre premier test. Dans la deuxième ici, on va ajouter un petit peu d'huile d'olive sur la surface de la pomme. On va mélanger ça. Et finalement, dans la dernière, on va faire du jus de citron. On va mettre un petit peu de jus ici sur toute la surface de la pomme. Et voilà. On va laisser ça un petit peu macérer, puis on vous revient avec ça à la fin de la recette, dans le fond, pour les résultats. Maintenant, on va commencer notre recette de tire-éponge. Pour ce faire, on a le premier ingrédient, le sirop de maïs, qui est un élément chimique en soi, puisqu'il est fabriqué à partir de fécule et d'amidon de maïs. L'amidon de maïs, comme on sait, c'est comme la réserve énergétique du maïs, d'où son pouvoir sucrant. Pour le fabriquer, on a pris l'amidon du maïs et puis on l'a converti en glucose, qui est un type de sucre naturel. Pour ce faire, on a utilisé l'hydrolyse. On a comme ajouté de l'eau et des acides à notre substance, à notre amidon. Puis c'est ça qui a conféré sa consistance plutôt épaisse. Donc, pour notre recette, on en a besoin de 3/4 de tasse. Donc, on voit ici que c'est une substance très épaisse. Donc, voilà nos 3/4. Et voilà dans le chaudron. Petite capsule informative. Vous vous demandez ce qui se passe avec le sirop de maïs sur le plan social? Eh bien, j'ai la réponse pour vous. Il y a de cela pas très longtemps, le sirop de maïs a été accusé et a été mis en lien avec l'importante augmentation du taux d'autisme dans la société. En fait, c'est pas vraiment le sirop de maïs qui est en cause, mais plutôt les liens de fructose et de glucose à l'intérieur de celui-ci. En fait, les liens de glucose et de fructose ne sont pas seulement accusés dans l'augmentation du taux d'autisme, mais aussi dans dans l'épidémie d'obésité. Dans le fond, il serait un des plus grands acteurs quant à l'augmentation de l'obésité dans la société. Pour compléter la recette, on doit ajouter dans le fond 1 tasse et 1/4 de sucre blanc raffiné. Donc ici j'ai une demi-tasse, je vais en mettre 2 fois. On essaie d'en mettre à ras-bord, que le compte soit bon. Donc 1 tasse et 1/4. Le sucre de table que je viens d'ajouter, le saccharose, dans le fond, est composé de 2 molécules, la molécule de fructose et la molécule de glucose. Une fois porté à ébullition, les 2 molécules se disassocient et le fructose a une température de caramélisation beaucoup moins élevée que le glucose, donc c'est lui qui caramélise en premier. Je peux vous montrer c'est quoi le début d'une caramélisation, ça ressemble à ça. On essaie de ne pas brasser le plus possible pour ne pas défaire les liens entre les mots. Parmi les plusieurs réactions complexes qui se passent pendant la caramélisation, la plus importante concerne 2 molécules de fructose qui vont se déshydrater et libérer des molécules d'H2O. Ensuite, elles vont se rassembler ensemble, puis ils vont créer une molécule de dinitrite de fructose qui confère la couleur brune à la caramélisation. Vous pouvez venir voir à quoi ça ressemble
après environ 3 minutes de caramélisation. C'est le glucose qui va commencer à caraméliser, ce qui va conférer une couleur de plus en plus brune et une saveur de moins en moins sucrée, vous pouvez venir voir. Là, on est à l'étape d'ajouter du bicarbonate de soude, donc c'est 4 cuillères à thé. La réaction va se passer très vite. Mes 4 cuillères à thé de bicarbonate de soude, dans le fond, je vais les ajouter à mon mélange. Et ça vient de... Dans le fond, ça va prendre beaucoup de volume parce que le bicarbonate de soude va dégager du CO2 qui va créer des alvéoles. Donc, plein de petites bulles. Ça va doubler, même tripler de volume presque. Donc, la couleur me plaît. Je vais enlever ça du feu. Et comme tantôt, on était un petit peu dans le feu de l'action, je vais essayer de récapituler pour être sûr que tout le monde ait bien compris ce qui s'est produit. Dans le fond, le bicarbonate de soude aide à la caramélisation. En caramélisant, le sucre devient un composé acide. Puis le bicarbonate de soude réagit avec ça en libérant du CO2, ce qui crée des petites bulles d'air dans le mélange de tire-éponge. On peut voir ici un exemple. Des millions de petites alvéoles. Je vais vous parler un petit peu du contexte historique de la vedette de notre recette, qui est le bicarbonate de soude. Ça a été utilisé depuis, dans le fond, l'Antiquité. En Égypte, on utilisait le natron, qui est un composé du bicarbonate de soude, pour se laver le corps comme un savon. Dans le fond, il faisait évaporer l'eau des lacs salés, puis il l'utilisait pour se nettoyer. Plus tard, en 91, il y a le chimiste Nicolas Leblanc qui a élaboré pour la première fois le bicarbonate de sodium tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pourtant, c'est seulement un siècle plus tard, en 1846, que les deux New-Yorkais, John et Austin Church, ont mis au point le bicarbonate de soude qu'on peut utiliser dans les recettes de tous les jours. Donc, depuis ce temps, on l'utilise tout le temps dans nos recettes des pâtisseries pour faire augmenter le volume. Comme on le sait, il dégage du CO2, donc ça fait mousser et augmenter le volume de nos desserts. Donc voilà à quoi ressemble notre recette après avoir laissé tempérer un peu. Maintenant, pour ajouter un petit peu de pep à notre recette, on a décidé de faire tremper nos morceaux de tire-éponge dans du chocolat fondu. Ben, il n'est pas encore fondu, mais on va le faire fondre bien sûr. Donc, on va commencer avec un petit topo historique sur le chocolat. En fait, les premiers à avoir utilisé le chocolat tel qu'on le connaît, ce sont les Mayas et les Aztèques. Eux, ils appréciaient vraiment le goût de cet aliment-là, puis ils l'utilisaient sous forme de breuvage, appelé chocolat, bien sûr, qui veut dire eau amère. En fait, eux, ils prenaient les fèves de cacao, ils les grillaient et ils les brûlaient à l'aide de pierres chauffantes. Ensuite, beaucoup après, ça a été Christophe Colomb, le premier Européen à connaître le cacao. Dans le fond, lui, il a découvert ça en 1502 sur l'île de Guanaja, désolée, l'actuel Honduras. Mais il n'a pas porté d'attention, dans le fond, il s'en foutait un petit peu du chocolat. On va vous expliquer notre recette de chocolat pour tremper notre tire-éponge. Dans le fond, on a juste besoin de chocolat, d'un quart de tasse de crème 15%, une petite noisette de beurre. C'est nous qui l'avons inventé, donc on ne peut pas vraiment référer personne. On va faire tout ça chauffer dans un bain-marie. C'est simple, on fait juste chauffer de l'eau. On met un petit pied de poule par-dessus, un cul de poule dans le fond. Puis la chaleur va chauffer indirectement le bol. Donc ça l'aide à mieux chauffer le chocolat. D'un point de vue chimique, faire fondre du chocolat, en fait, ça consiste à faire cristalliser des triglycérides de façon lente, puisque si on y va de façon trop rapide, dans le fond, ça pourrait faire cristalliser trop vite. Puis ça donnerait un chocolat plus amorphe et plus collant, dans le fond, ce qu'on veut pas. Nous, on veut le faire cristalliser lentement, les triglycérides, à une température idéale de 55 degrés Celsius. Donc, avec ce procédé-là, en refroidissant à température pièce, on obtient un chocolat lisse et brillant. Dans le fond, ce qu'on veut. Puis les triglycérides, eux, vont créer des cristallins, des petits cristallins. Est-ce qu'on trempe notre tire-éponge? Tu peux me donner ça? Dans le fond, nous, ce qu'on voulait, c'est de tremper notre tire-éponge dans notre chocolat. Et voilà. Et on va le faire refroidir juste ici dans notre plat du début. Et voilà, un beau tire-éponge trempé dans le chocolat. Hey la gang, vous êtes là? Je vais faire un petit retour sur l'expérience qu'on a faite au début en commençant par vous expliquer le procédé chimique qui se passe quand une pomme brunit. Dans le fond, on appelle ça le brunissement enzymatique, qui est un processus chimique qui implique plusieurs enzymes qui
créent de la mélanine et de la débenzoquinone qui profèrent leur couleur brune. Dans le fond, le brunissement enzymatique, ça nécessite une exposition à l'oxygène, donc à l'air libre, simplement n'importe quand. Puis on l'a sûrement tous déjà remarqué quand on coupe une pomme ou encore quand on coupe un avocat à la maison. La concentration en fer ou en cuivre de l'aliment peut aussi jouer un rôle important dans le brunissement enzymatique. Ah, vous êtes là? Dans le fond, le brunissement enzymatique peut aussi être bénéfique pour deux choses. En fait, le thé, ça fait augmenter sa saveur et aussi pour le développement de la couleur et de la saveur des fruits secs comme les figues ou encore les raisins. Là, je vais faire un petit retour sur notre expérience qu'on a faite il y a presque 1 heure. Dans le fond, notre première substance d'eau et de sel, on voit que la pomme n'a pas vraiment bruni, elle est encore belle. Dans la deuxième, on avait mis de l'huile d'olive et c'est un flop total. On voit que la pomme est toute brunie. Et finalement, dans le citron, on voit que notre pomme est encore belle. Vous pouvez voir presque aucun brunissement. Fait que, ce qu'on en tire comme résultat, dans le fond, c'est à vous de choisir. Si vous voulez que vos pommes goûtent le sel, vous pouvez choisir la solution d'eau salée. Mais ça risque de changer le goût de votre recette. Sinon, le choix le plus commun, ça serait dans le fond de choisir le citron. Puisque ça ne change pas le goût, ça le modifie un petit peu, mais ça le rend à mon goût encore plus savoureux puis encore meilleur. Donc moi, je choisis toujours cette option-là pour que ça reste beau. Je vais vous expliquer un peu ce qui se passe avec du citron. Dans le fond, ça abaisse le pH, puis ça élimine aussi le cuivre, donc c'est ça pour le fonctionnement des enzymes responsables. Aussi, la vitamine C capte l'oxygène en priorité, puis ça évite ainsi l'oxydation. Donc on nous garde des belles tranches de pommes fraîches et blanches. Vous voyez, super méga dieu de Noël, on est vraiment prête pour votre arrivée. J'espère qu'on a été sages cette année.